Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce webinaire sur ce temps du midi. Aujourd'hui, on va pouvoir parler de l'infection par Helicobacter pylori. Et pour ça, on a la chance d'être accompagné de Nicolas Blaise, qui est docteur en pharmacie et directeur du laboratoire Biogénie. Donc, bonjour Nicolas et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, sur l'agenda aujourd'hui, dans un premier temps, on va présenter un petit peu cette bactérie, donc Helicobacter pylori, ses quelques caractéristiques, l'évolution de l'infection et ses conséquences. Au niveau des conséquences, on verra bien sûr les pathologies digestives qui sont liées, mais également les pathologies non digestives. Et ensuite, on abordera bien sûr le diagnostic et le traitement de l'infection, avec principalement donc la solution ELISTOP, développée donc par Nicolas qui est ici présent aujourd'hui. Au niveau du fonctionnement de Livestorm, pour ceux qui ne connaissent pas, éventuellement, vous pouvez nous envoyer des messages à tout moment dans le chat. Vous pouvez envoyer des questions aussi. On prend 15 minutes à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure à bien envoyer vos questions. On a souvent la question sur le replay. Donc, pour rappel, ce webinaire est proposé par Compliment Pro. Donc, le replay, il sera disponible depuis l'Académie Compliment, depuis la plateforme Compliment Pro. Vous aurez bien accès au replay du webinaire et aux slides, ainsi que tous les webinaires d'ailleurs. Donc, je pense que Léa vous envoie le lien dans le chat pour vous inscrire si ce n'est pas le cas. Et puis, je vais donc laisser la parole à Nicolas Blaise qui va pouvoir se présenter un petit peu, peut-être parler un petit peu du laboratoire Biogénie avant de se lancer dans le vif du sujet. D'accord. Bonjour à tous. Donc en fait, le laboratoire Biogénie projet, parce qu'il y a un projet qui est accolé, ce qui est important. En fait, c'est un laboratoire où on essaie de développer à la fois des ingrédients de nouvelle génération, c'est-à-dire des ingrédients qui apportent un vrai plus par rapport à ce qu'on connaît, et puis aussi des produits, des nutriments de base. On a une recherche de qualité, de sourcing. On essaye de trouver notamment des actifs qui ont été validés par des études de biologie, des études cliniques, et sur des sujets qui ne sont pas toujours abordés. Voilà, on essaie d'être un petit peu original dans notre démarche, avec toujours cet aspect objectivité et surtout crédibilité, légitimité des produits. Et autre caractéristique, on a des produits qui sont des actifs qui sont toujours accompagnés soit de poudre d'acacia, du cendrier, des flacons de verre. On n'utilise pas de plastique. Donc, on a aussi un engagement éco-responsable assez important. Et le produit dont on parle aujourd'hui, ELISTOP, justement, répond tout à fait à ces caractéristiques. Voilà, le voilà. Donc ELISTOP, il porte dans son nom finalement son action, c'est-à-dire qu'il est destiné à maîtriser l'infection par Helicobacter pylori. Et on peut dire que c'est des nouvelles approches, je reviendrai un petit peu à la fin, notamment autour du concept de postbiotique et de neutralisation de certains germes infectieux. Alors, pour démarrer, je crois qu'il est important de représenter cette bactérie, Helicobacter pylori, parce qu'elle est assez unique, elle est assez étrange et elle a de nombreux visages. Alors, techniquement, donc, c'est une bactérie gram négatif. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle colonise uniquement la muqueuse gastrique, bien qu'on s'apercevra qu'il y a d'autres réservoirs physiologiques qui peuvent l'apporter, notamment dans les parodontites, dans les gencives. Et en fait, elle a un impact à la fois sur ce qui est très connu, évidemment, sur l'estomac et les fonctions digestives, mais elle a aussi un impact très important au niveau de maladies systémiques. On va essayer de développer cet aspect-là. En fait, c'est une bactérie qui est extrêmement commune, puisqu'on considère que la moitié de la population mondiale en est porteuse. Et en fait, surtout, on va voir ce qui est important, c'est de parler de charge infectieuse plus que de niveau d'infection. Il faut savoir, par exemple, qu'être porteur de Helicobacter pylori n'est pas considéré comme une maladie. C'est à partir du moment où la charge infectieuse va être importante qu'on va basculer dans le domaine pathologique. Alors, ces caractéristiques, en fait, elle a deux caractéristiques tout à fait exceptionnelles et uniques. D'abord, c'est une bactérie qui a un nombre de flagelles. Alors, c'est pas tout à fait anodin parce qu'en fait, ça explique en fait en partie sa capacité à se déplacer et notamment à se déplacer dans la muqueuse gastrique. Donc, elle est très mobile.
Et ça, c'est une caractéristique assez spécifique. Et ensuite, elle a une deuxième qui est tout à fait exceptionnelle, hein, qui est celle qui fait finalement son rôle sur l'estomac, c'est qu'elle se développe en milieu acide. Et donc, elle a cette capacité, c'est pratiquement la seule bactérie qui a cette capacité à se développer en milieu acide. Et surtout, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en se développant dans le milieu acide, qui est un milieu hostile, elle va à la fois entraîner la sécrétion de produits de dégradation. Ces produits de dégradation, eux, ils vont être très hostiles aux muqueuses gastriques. Et ensuite, elle va neutraliser l'acidité de l'estomac parce qu'en fait, elle va faire une sécrétion d'uréase et donc ça va produire de l'ammoniac, ce qui va basifier l'antre de l'estomac. Et déjà, on voit tout de suite la complexité de ce rôle sur l'estomac, c'est-à-dire altération de la muqueuse gastrique, effet de basification, donc avec des conséquences au niveau digestif importantes, qui sont un petit peu contradictoires puisqu'on peut avoir donc, on va le revoir, mais une partie acide supérieure, dans la cardiaque, dans l'anse de His, on peut avoir une partie inflammatoire très acide, et une antre gastrique qui va être basique. Et donc ce côté bipolaire va rendre quelquefois compliqué le traitement. Alors, une synthèse sur sa géographie. C'est l'infection chronique la plus répandue dans le monde, puisque 50%, comme je vous l'ai dit, la population mondiale est atteinte. Si on prend la France, alors on pense qu'à un Français sur deux, donc là on est vraiment dans les 50%, et on va toucher le premier paradoxe, qui est d'ailleurs un paradoxe qu'on retrouve même dans tous les textes, c'est qu'après 60 ans, il y a une très grande augmentation de l'infection. Et là où c'est paradoxal, c'est qu'on sait aujourd'hui que la primo-infection, c'est-à-dire le moment où on s'infecte, c'est dans les premières années. Donc, c'est très compliqué quand on lit les textes, parce que finalement, on voit une primo-infection dans les 10 ou 15 premières années et on voit un taux d'infection qui augmente. En fait, on devrait plutôt dire que la charge infectieuse est détectable en grandissant avec le temps, et que l'infection, elle, se fait à la petite enfance. Donc finalement, il y a autant de porteurs jeunes qu'adultes, sauf que la charge infectieuse devient pathogène en vieillissant. La contamination, qui va expliquer aussi beaucoup de choses en termes géographiques et de latitude, c'est en fait une interaction entre la mère et l'enfant. Et ça explique en partie une partie des hypothèses de contraction de l'infection. Il y a aussi quelques données, mais qui n'ont pas toujours été validées, à travers les animaux, notamment les chiens, qui seraient peut-être aussi porteurs de l'infection et qui pourraient la transmettre à l'homme. Donc, au niveau de l'interaction, il y a aussi donc le fait que la contamination peut se faire par une nourriture mal lavée ou pas suffisamment cuite, et a priori, donc la transmission est orale. En fait, on se rend compte que le mode d'infection généralement est lié à la promiscuité, au mode de vie, donc l'hygiène et situations socio-économiques. Bon, ça, c'est les données un petit peu générales parce qu'on pourrait les discuter largement, hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est rarement symptomatique, cette infection. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on considère que l'infection n'est pas une maladie, mais qu'elle persiste toute la vie. Et donc, en fait, souvent, beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils sont porteurs, ce qui ne veut pas dire que ça n'ait pas de conséquences sur leur santé, mais en tout cas, il n'y a pas de détection clinique ou de symptômes très évidents pour voir cette infection. Alors, la première chose qu'on retrouve quand la pathologie est symptomatique, évidemment, c'est les troubles digestifs. Et tout le monde le sait, le grand critère, donc, c'est l'ulcère gastrique, dont on sait qu'il est en partie, même en grande partie, conséquence d'une infection importante. Et puis, ce qu'on découvre aujourd'hui, et là, ça sera une partie de la présentation qui est moins connue, c'est qu'en fait, l'infection Helicobacter est associée à l'apparition, à l'aggravation de beaucoup de pathologies chroniques quand l'âge avance. Et en fait, c'est le plan général qu'il faut retenir, c'est que Helicobacter pylori, c'est un contributeur très important du stress biotique. Et je vous rappelle que le stress biotique, c'est-à-dire la confrontation aux germes, aux virus et aux bactéries, surtout quand l'immunité va être moins performante, ça peut être des facteurs déclenchants ou d'aggravation de beaucoup de pathologies. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est cette importance de l'Helicobacter dans ce stress biotique. Alors, les recommandations officielles, ça, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature. Donc, évidemment, de privilégier les sources saines d'eau, de se laver régulièrement les mains,
de nettoyer correctement les aliments et d'éviter le partage des couverts. Donc ça, c'est vraiment les recommandations, on va dire, de la société moderne, puisque en fait, on va essayer de se prévenir de cette infection. Et on va voir que finalement, c'est pas si clair que ça et c'est pas si intéressant que ça. Et notamment, je reviendrai sur le syndrome de l'hygiénisme ou de l'hygiène, qui a été beaucoup décrit au Canada, qui est une pathologie ou un risque de pathologie conséquence de mesures d'hygiène trop drastiques. Voilà, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Si on fait une radiographie donc, de cette infection, en fait, on va passer d'une primo-infection vers une charge infectieuse pathologique avec l'âge. Donc, ce qui est très intéressant dans cette évolution, c'est qu'en fait, elle répond à beaucoup de réponses qu'on a avec le système immunitaire, c'est qu'il y a une évolution de la réponse immunitaire. On pense qu'au départ, le système immunitaire contrôle très bien le niveau infectieux et avec le temps, il va y avoir une dégradation, une perte de performance de l'immunité et donc une augmentation de la charge. Et c'est là où c'est très intéressant, c'est qu'on retrouve ce contexte-là dans beaucoup de stress biotiques, c'est-à-dire beaucoup de stress infectieux. Au départ, le système immunitaire performe et après, il se détériore avec le temps, avec l'âge, avec la fatigue, avec le stress et ne devient plus assez performant et donc le germe échappe à l'immunité. Alors, il y a une autre caractéristique spécifique pour l'hélicobactère, c'est qu'il va y avoir une infection en profondeur, de plus en plus profonde de l'hélicobactère dans la muqueuse gastrique, ce qui va faciliter son échappement immunitaire. Ensuite, on sait qu'il y a des critères génétiques, de susceptibilité génétique. Évidemment, le mode de vie, la nutrition, l'alcool, le tabac vont contribuer au développement des charges infectieuses. Et enfin, un point très important, j'y reviendrai souvent, ce stress biotique, c'est-à-dire l'existence de co-infections, c'est-à-dire d'autres germes qui vont aggraver, qui vont favoriser le développement de la charge infectieuse. Et alors, vous avez dans le rectangle diagonal, donc les co-infections principales sur lesquelles je reviendrai. Donc, il y a le virus HSV, le virus Epstein-Barr, très important, le candida albicans, la maladie de Lyme. Donc en fait, on s'aperçoit que des virus qui sont assez communs, comme les virus de l'herpès ou Epstein-Barr, ce sont des virus qui vont aggraver, qui vont contribuer à un stress biotique très important et on verra que ça a des conséquences générales. Donc comme je vous l'ai dit, cette histoire, c'est une histoire en fait d'auto-immunité aussi et le renversement paradoxal de la protection à l'initiation de la maladie. Et puis les conséquences principales, donc, qui sont les conséquences digestives, qui sont très attendues parfois et parfois inattendues, on va le voir. Alors, voilà un tableau qui va résumer beaucoup de choses. Alors ça paraît un peu bizarre de montrer, c'est donc trois cartes du monde, entre guillemets, comparées. Au centre, vous avez le niveau d'infection des populations. Et vous allez avoir deux pays qui vont être très importants parce que très symboliques de ce qui se passe. Donc vous voyez que le taux d'infection, notamment au Canada, aux États-Unis, est très faible. Et si vous regardez le tableau de gauche, qui est en fait la répartition des scléroses en plaques, qui, je vous rappelle, est une maladie qui se développe entre 20 et 30 ans, on s'aperçoit que quand le taux de primo-infection est très faible, le taux de sclérose en plaques est très élevé. Et donc ça, c'est le premier paradoxe, c'est que la primo-infection est plutôt protectrice de maladies auto-immunes. Donc, on va revenir en arrière et avoir une réflexion par rapport à ce que je vous ai dit sur l'hygiène. Les Canadiens ont décrit ça comme le syndrome de l'hygiène. À trop vouloir protéger le système immunitaire dans l'enfance, finalement, on crée des risques de pathologies auto-immunes. Et si on prend le tableau, la carte de droite, on va voir à l'inverse que dans les pays où le taux d'infection est très élevé, par exemple la Russie, eh ben, le taux de cancer de l'estomac est très élevé. Et le taux de CEP est très faible si on reprend le tableau de gauche. Donc on s'aperçoit que dans les pays, et pareil pour le Canada, on s'aperçoit que le taux de cancer de l'estomac est très faible au Canada, enfin est beaucoup plus faible au Canada. Donc en gros, l'infection, la primo-infection, va protéger de maladies auto-immunes et la charge infectieuse augmentant va favoriser les cancers de l'estomac et d'autres pathologies. C'est ça le paradoxe de cette bactérie, c'est qu'il faut à la fois on va dire, ne peut-être pas négliger l'intérêt d'une primo-infection. Il y a d'ailleurs des pays qui l'ont officialisé
Et en même temps, il va falloir traiter la charge infectieuse à l'âge adulte quand, encore une fois, le système immunitaire ne va pas contrôler le développement de la bactérie. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est cette évolution infectieuse et le fait que les choses ne sont pas si simples que ça. D'ailleurs, les Canadiens, ils ont décrit le syndrome de l'hygiène et ils ont dit attention aux règles trop drastiques d'hygiène parce qu'elles peuvent être dangereuses sur l'immunité en général. Alors, une fois qu'on a dit ça, quelles sont les conséquences de l'infection sur l'estomac? Donc elles sont relativement connues. La première, donc évidemment, c'est l'inflammation de l'estomac. Comme je vous l'avais vu, le développement de l'infection, crée des neurotoxiques qui sont pro-inflammatoires, des toxines qui sont pro-inflammatoires. Point très intéressant, on y reviendra dessus, mais cette gastrite, elle s'accompagne d'une augmentation de la perméabilité, membranaire, de l'estomac et donc on verra que ça va favoriser, à l'âge adulte certains déclenchements de pathologies et il y a une production de cytokines pro-inflammatoires. Donc en fait, chez la plupart des individus, il y a une gastrite chronique qui évolue sans conséquence, et puis ensuite, ça ce sont donc les chiffres officiels. Si la gastrite n'est pas traitée parce qu'elle est asymptomatique ou peu symptomatique et ben, en fait, il y a des évolutions vers l'ulcère. Donc on sait que 70 des ulcères gastriques sont liés à cette infection et ensuite, il y a une évolution assez faible, mais qui à 1 qui conduit vers le cancer gastrique et parallèlement à ça, on a une dégradation de la muqueuse gastrique avec un risque d'atrophie, heu, en cas de gastrite chronique et en fait, vous allez voir que c'est ça aussi la difficulté du traitement, c'est qu'en fait, on va devoir traiter à la fois un estomac qui devient basique, c'est-à-dire qui est souvent en hypochloridrie et une muqueuse, notamment, digestive, enfin au niveau de la cardiaque qui est plutôt inflammatoire et acide, qui entraîne des RGO. Donc il va falloir traiter ces 2 aspects qui sont paradoxaux. Un côté une acidité et l'autre côté une hypochloridrie. Heu, voilà, alors évidemment dans les conséquences, on va y revenir, ça va perturber l'absorption des nutriments, on verra en particulier l'impact sur la vitamine B12. Alors petit aparté sur les co-infections, qui m'est un sujet qui m'est très, très important. Donc moi, quand j'ai commencé à travailler, il y avait un prof de faculté qui était médecine interne qui disait en fait une des clés du vieillissement, en tout cas une des clés des mauvais vieillissements, c'est le stress biotique, c'est-à-dire l'imprégnation infectieuse, qu'il va falloir gérer et que l'organisme peine à maîtriser, une fois que l'immunité commence à être moins performante. Et dans le cas de l'Helicobacter pylori, il y a énormément de pathologies où on décrit cette cohabitation entre cette bactérie et des virus qui sont, des facteurs déclenchants. Il y a une maladie qui est très symbolique parce qu'elle est vraiment, c'est vraiment décrit, c'est le Guillain-Barré, où on sait qu'il y a une co-infection, souvent de cytomégalovirus, d'Epstein-Barr, éventuellement du virus de la grippe et l'Helicobacter. Et en fait, on sait que quand ces facteurs sont associés, et ben, en fait, le taux de déclaration, le taux en tout cas de Guillain-Barré est très élevé. Donc s'il y a vraiment, notamment dans le domaine de la nutrition et de tout ce qu'on peut proposer les uns et les autres, c'est le contrôle de ce stress biotique qui est un facteur à surveiller. Moi je trouve, enfin c'est mon avis personnel, qu'aujourd'hui, on s'en soucie peu. Souvent on se soucie de l'homme, voilà, dans son intérieur, mais pas de sa confrontation au monde vivant et en particulier à tous les germes, qui est une confrontation pratiquement obligatoire et en plus nécessaire, mais qui est à contrôler notamment dans le vieillissement. Et aujourd'hui, je pense qu'on a des outils, des nouveaux outils qui peuvent nous aider. Alors, si on prend maintenant les conséquences, en rentrant un peu plus dans les détails sur la digestion. Alors la première caractéristique qui est souvent paradoxale, puisque on parle souvent d'ulcère pour les Helicobacter, c'est l'hypochloridrie. C'est-à-dire le fait que, la charge infectieuse va aider à la sécrétion, d'ammoniac, donc va basifier l'estomac, qui va avoir un pH qui va s'élever et on retrouve aujourd'hui beaucoup de cas d'hypochloridrie et je vous rappelle que l'hypochloridrie, ça s'accompagne en particulier de difficultés de digestion des protéines, notamment des protéines de viande, de poulet, des protéines denses, avec du coup des processus de fermentation, des processus de ballonnement, la création de dyspepsie, d'inconfort digestif permanent,
presque sinusoïdale, les gens vont bien, ils vont moins bien, ils gonflent, ils dégonflent et ils ont vraiment souvent un comportement alimentaire erratique. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, dans ce type de pathologie, comme souvent c'est accompagné de RGO, donc de renvoi acide, on va leur prescrire des IPP, donc ils vont prendre des IPP qui vont encore plus entraîner, ce processus d'hypochlorhydrie et en fait, ils vont avoir un soulagement du RGO, mais ils vont avoir une explosion de l'hypochlorhydrie et des ballonnements et de la dyspepsie. Donc c'est un cercle très vicieux. Il y a quand même quelques cas, notamment chez 10 à 15 des patients, où on retrouve par contre des hyperchlorhydries. Alors c'est relativement rare et ça va dépendre, le fait, qu'on ait des hypochlorhydries de la zone qui est atteinte, notamment la zone de développement de la bactérie. Juste un petit rappel parce que je trouve ça intéressant. Je vous rappelle, donc voilà l'estomac. Donc en fait, je pense que vous connaissez ça tous, mais c'est de rappeler que vraiment entre ce qui va se passer, à l'angle de His, c'est-à-dire, sur la cardia, l'inflammation et ce qui va se passer dans le corps de l'estomac, dans le fond de l'estomac, dans l'antre de l'estomac, eh bien, c'est tout à fait différent. Ici, il faut savoir essayer de traiter, les 2 aspects. Voilà, ça c'est un petit rappel, bon, qui est toujours intéressant parce que ça dans les traitements, c'est, un rappel sur les ulcères, rappeler qu'il y a 90 des ulcères qui sont duodénaux, c'est-à-dire donc de la partie basse de l'estomac qui sont infectés à l'Helicobacter pylori et 70 des ulcères gastriques qui sont considérés comme, positifs à l'Helicobacter. Donc les 2 ont des points communs, des douleurs oppressantes sur le sternum, des douleurs dorsales, parce qu'il y a souvent une projection de la douleur sur le dos. Et par contre, il y a une différence dans la lecture des douleurs. En fait, dans l'ulcère gastrique, l'aggravation, se fait après les repas ou souvent, en tout cas indépendamment des repas, mais souvent après les repas, alors que dans l'ulcère duodénal, en fait, les repas calment cette inflammation et ces douleurs. Je vous rappelle aussi un petit test qui est très simple, mais qui est assez intéressant. C'est l'évaluation, de l'acidité gastrique et le test bicarbonate de soude. Donc en fait, les personnes mettent un quart de cuillère à café de bicarbonate dans 25 centilitres d'eau et ils attendent, l'apparition du RAW. Si c'est un RAW dans les 2 minutes, c'est une situation normale. Entre 2 et 3 minutes, c'est une légère hypochlorhydrie. Entre 3 et 5 minutes, c'est l'hypochlorhydrie et plus de 5 minutes, c'est la potentielle chlorhydrie qui est là vraiment une pathologie lourde. Donc c'est toujours intéressant quand les gens se parlent de ballonnement, de faire ce test pour voir si vraiment on a un état d'hypochlorhydrie parce que ça peut aider dans la prise en charge. Alors, si on fait maintenant une synthèse des conséquences qui sont cliniques, prévisibles, c'est-à-dire celles qu'on attend toujours et celles qui sont plus inattendues, voilà la synthèse qu'on peut faire. Alors, dans les troubles digestifs, comme je vous l'ai dit, le premier critère donc, d'une infection, d'une charge infectieuse importante, c'est le ballonnement, le statut d'hypochlorhydrie. On retrouve évidemment des nausées, donc ça c'est quand on va vers une évolution ulcéreuse, souvent enfin, quand la charge infectieuse est importante, ou alors, paradoxalement, c'est des gens qui déclenchent une charge infectieuse relativement jeune, c'est-à-dire, dans les 30 premières années, ce qui est quand même relativement marginal. Souvent, cette infection à cet âge-là est accompagnée de nausées, les douleurs abdominales et puis donc, c'est ce côté biphasique, les brûlures et les RGO qui sont vraiment, paradoxales puisqu'on a à la fois une antre de l'estomac basique et encore une fois, un côté acide, donc il va falloir un petit jongler avec les 2 et ça explique les traitements actuels. C'est-à-dire que la plupart du temps, les thérapeutes, enfin, les médecins, vont traiter, le côté brûlure RGO, donc ils vont donner des IPP et là, on va être vraiment dans un contexte où là, les ballonnements vont exploser, vont être difficilement contrôlables. Sur l'état général, nous, ce qu'on voit au niveau des patients et des personnes qui prennent notre produit, la description, c'est l'inconfort. Enfin, ce sont des gens qui sont en inconfort digestif permanent, qui sont jamais tranquilles, qui n'arrivent jamais à évaluer la façon dont ils vont gérer le temps, et qui deviennent assez obsessionnels parce ils ont très peur finalement de leur réaction digestive. Des états de dyspepsie, donc ça décrit un petit peu tout, et puis les douleurs épigastriques, donc ça, on va dire que c'est les douleurs qui sont attendues. Moins connues et ce qui peut être des critères de détection d'une infection,
Alors, les inflammations de la langue, bon, ça, c'est relativement marginal. Deuxième point, l'halitose. Ça, c'est un critère vraiment très intéressant de détection d'une charge infectieuse. L'halitose, je vous rappelle, c'est les mauvaises haleines. Et ça, quand c'est combiné, alors quand vous avez des personnes qui ont des parodontites, des poches parodontales qui peuvent être porteurs de germes, et ben, ça va être en fait, la poche parodontique va alimenter en permanence l'estomac en germes, ce qui fait d'ailleurs que quand on va traiter, si on traite, la charge infectieuse de l'estomac, mais qu'on laisse, une parodontose, une parodontite, c'est-à-dire une hygiène buccale déficitaire, et ben, finalement, on aura du mal à diminuer vraiment la charge infectieuse. Mais en tout cas, les personnes qui ont une haleine, une haleine mauvaise, enfin une mauvaise haleine, ça, c'est vraiment un critère d'infection. Autre point, les aftes. Alors les aftes, on les décrit souvent aussi quand il y a une association avec des pathologies virales. Des personnes qui ont des aftes, notamment les aftes géantes, alors ça peut être une maladie de Behçet, mais c'est aussi, ça peut être aussi lié et une conséquence des infections hélicobactères. Donc ça, c'est un point de reconnaissance assez intéressant. L'anémie martiale et la carence en vitamine B12, ça, c'est vraiment, c'est bon, c'est la conséquence du ballonnement, enfin, ça, c'est surtout la conséquence de l'hypochloridie, puisque je vous rappelle que la vitamine B12 s'active en milieu acide et souvent les personnes qui sont sous, IPP, bah, sont des gens qui sont en état d'anémie, des carences en vitamine B12 et qui sont toujours fatigués, qui décrivent cette fatigue et ça, c'est vraiment un point très important. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est la baisse de la synthèse de la gréline. Donc la gréline, et ben, finalement, c'est une hormone qui contrôle, la faim. Alors évidemment, quand elle va baisser et ben, en fait, on va enfin, elle favorise, elle augmente la faim. La gréline, on va, ben, avoir des processus d'amaigrissement. Alors, il y avait des gens pour qui on trouvait que c'est un bon côté, mais bon, c'est quand même important parce que, notamment dans les obésités, ça a conduit certains à dire: «Attention, pas de traitement de l'hélicobactère, puisqu'on risque d'augmenter les sensations de faim». Alors, au niveau tableau général, donc on a souvent des pertes de poids, un faible appétit et donc les nausées avec, donc ce tableau qui regroupe, les symptômes qu'on a vus. La dyspepsie et puis un petit point intéressant, c'est le fait qu'on a vu que l'infection Helicobacter augmente significativement le risque de forme aggravée des nausées au cours de la grossesse. Donc, chez les personnes qui ont vraiment un état avec des troubles digestifs ou une suspicion d'hélicobactère, c'est peut-être intéressant de faire des traitements de baisse de charge infectieuse préventive. Alors, si on prend maintenant Helicobacter et les autres pathologies digestives, c'est-à-dire si on sort de l'estomac, on va retomber aussi sur des choses très paradoxales. Le premier, c'est la maladie de Crohn, la colite ulcéreuse et là, on va voir que, ben, une absence de primo-infection, à Helicobacter, c'est comme pour la sclérose en plaques. On a un taux de Crohn et de colite ulcéreuse qui est supérieur chez les gens qui n'ont pas eu cette primo-infection. La question, alors on peut toujours poser la question du syndrome de l'hygiène ou de l'auto-immunité. La question qui reste et qui n'a jamais, enfin on ne retrouve pas vraiment d'information, est-ce que Helicobacter est un marqueur du niveau de confrontation à l'ensemble des germes ou est-ce que c'est la bactérie elle-même qui favorise la maturation immunitaire? Moi, je pense que c'est plus le marqueur d'un hygiénisme, le fait de l'absence de primo-infection et que cet hygiénisme va être un inducteur de maladies auto-immunes. Et si on prend à l'inverse le SIBO, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que si on prend d'autres maladies où là on est un petit peu à l'inverse, au lieu d'avoir un microbiote complètement vide, on a le SIBO, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de SIBO chez les personnes qui sont affectées par l'hélicobacter. Donc on est vraiment là dans cet équilibre du microbiote et cet aspect biphasique est très intéressant. Alors ça, c'est un schéma que je trouve intéressant parce que c'est en fait, c'est un tableau qui a été fait et qui en fait, montre les points communs, les pathologies communes, on va y revenir dessus, que favorise un SIBO, une infection Helicobacter pylori.
Donc à gauche, vous avez les maladies qui sont reconnues comme aggravées ou induites par l'hélicobactère. Au centre, celles qui ont comme point commun un SIBO et un hélicobactère. Et puis à droite, celles plutôt liées au SIBO. Alors, je vais revenir dessus, hein, mais je vais mettre un point plus précis sur 3 points. Alors, le psoriasis, on va y revenir, le diabète, les maladies neurodégénératives et l'urticaire chronique, voilà, et les rosacées. Et on va revenir sur ces 3 points-là, qui sont des pathologies dont on sait que l'hélicobactère est un inducteur. Et ça, c'est un domaine qui est quand même moins connu. Alors maintenant, des petites corrélations qu'on retrouve. Donc l'intestin irritable, donc, qui peut regrouper différentes étiologies. En fait, on sait qu'il y a plus d'intestin irritable, enfin de syndrome de l'intestin irritable que chez les gens qui sont infectés par l'hélicobactère. La constipation, alors là j'ai mis carrément l'étude parce que bon, c'est quelque chose qui est moins connu, mais il y a eu des travaux, on a montré que un traitement de l'hélicobactère favorisait le traitement de la constipation. Ça, c'est une piste qu'on peut essayer et je trouve qu'elle est assez intéressante et pertinente. Encore moins connu, le Helicobacter pylori et la vésicule biliaire. Donc là, les travaux sont assez nets aussi et la Société canadienne du cancer avait publié un article assez intéressant où on a montré que l'infection hélicobactère, alors c'est ça qui est intéressant avec les Canadiens, c'est qu'à la fois ils disent que ça protège jeunes et à la fois ils montrent l'induction dans les pathologies du vieillissement. Donc ça a augmenté pour eux, ça augmente le risque de cancer de la vésicule biliaire et on sait aussi que la présence d'une infection peut engendrer des calculs biliaires et une inflammation chronique. Donc ça aussi, c'est une piste peut-être de traitement de l'infection, en tout cas diminution de la charge infectieuse, quand on a des gens qui font des calculs biliaires. Alors maintenant, si on passe dans les pathologies non digestives, c'est-à-dire hors du champ de ce qu'on... Alors, le point central, c'est l'immunité. Et la question, c'est pourquoi en fait Helicobacter échappe au système immunitaire. Donc les pistes traditionnelles, c'est le fait que sa morphologie lui permet d'échapper au système immunitaire et l'interférence. Alors, autre point sur l'auto-immunité, il y a une interférence puisqu'on sait aujourd'hui que il y a une interférence avec les activités cellules immunitaires inadaptatives, que ça réduit la réponse inflammatoire. Donc du coup, on est vraiment dans ce schéma classique. Le système immunitaire n'arrive pas à détériorer vraiment l'infection, enfin diminuer la charge infectieuse, donc créer une réponse inflammatoire qui devient chronique, inefficace, et qui va justement expliquer beaucoup de contributions de cette infection à des pathologies chroniques. Et le point, alors moi je rajouterais, mais ça c'est peu développé dans la littérature, en général de toute façon, c'est qu'en fait on sait qu'avec le temps, le vieillissement, il y a un effondrement du système immunitaire qui devient beaucoup moins performant, surtout si on ne le soutient pas, pour différents points, pour le stress avec des hypercortisolémies, pour le fait des modifications alimentaires. Enfin, il y a énormément de causes à cette baisse d'efficacité du système immunitaire. On le retrouve dans d'autres pathologies, hein, comme le zona par exemple, où il y a des réémergences d'imprégnation infectieuse. Et ça, c'est vraiment un terrain sur lequel on peut intervenir parce qu'on va dire entre guillemets, sans être polémique, la médecine institutionnelle n'intervient très peu. Il y avait un exemple très typique qu'on peut donner qui est pas lié au sujet du jour, mais on s'aperçoit qu'en supplémentant simplement en zinc des personnes avant une vaccination contre la grippe, on augmente énormément l'efficacité du vaccin, parce qu'en fait, on va rebooster un peu le système immunitaire. Voilà. Bon, c'est pas un parti pris sur la vaccination. Ensuite, il y a le côté maladie auto-immune. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'Helicobacter est un facteur déclencheur d'aggravation de certaines pathologies, comme le psoriasis, le lupus, le syndrome de Sjögren, la maladie de B7, qui sont des maladies auto-immunes en général. Et donc, en fait, c'est là où on est vraiment dans une bactérie paradoxale. Elle va protéger contre des maladies auto-immunes en bas âge et elle va favoriser leur déclenchement et leur aggravation à l'âge adulte. Alors voilà, ça c'est toutes les maladies. Alors c'est un tableau évidemment que j'ai trouvé dans la littérature. C'est toutes les maladies générales auto-immunes qu'on peut retrouver, où on retrouve l'importance d'Helicobacter. Le syndrome de Sjögren, hein, qui touche les glandes lacrymales et salivaires. Les thyroïdites, l'urticaire chronique, j'y reviendrai, qui est vraiment une maladie qui est très liée souvent à une infection par Helicobacter.
La maladie de Crohn, je vous ai dit que c'était paradoxal, donc là, on va dire que peut-être qu'à l'âge adulte, ça va aider au traitement, mais que quand même, la primo-infection est plutôt protectrice. Le psoriasis aussi, qui est un point très intéressant, les diabètes. On va revenir un petit peu en détail sur 2-3 points. Alors, sur l'auto-immunité, comment ça fonctionne? En fait, on s'aperçoit que les antigènes bactériens de l'Helicobacter pylori miment en fait le profil antigénique de la membrane de certaines cellules endocriniennes. Et donc, en fait, le fait de développer une immunité par rapport à l'Helicobacter va développer une pathologie, en tout cas une réaction auto-immune, des thyroïdites, et diabète de type 1, des lupus et des Gougerot-Sjogren. Alors, autre point sur les pathologies non digestives, le système nerveux. Donc, bon, alors on peut rapporter ça à l'axe cerveau-intestin, même si je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Helicobacter va favoriser des maladies neurodégénératives, et en particulier l'Alzheimer. Et on sait aussi qu'il va perturber le système neuroendocrinien et qu'on va avoir une modification des neurotransmetteurs. Alors, est-ce que c'est par une neuroinflammation? C'est-à-dire qu'est-ce qu'Helicobacter va finir par aussi influencer et induire une neuroinflammation et donc du coup une dérégulation des neurotransmetteurs? Ça peut être une hypothèse. Également, on a ce processus au niveau du système cardiovasculaire qu'on retrouve en particulier dans la maladie de B7. Alors très intéressant, le diabète. Alors on a parlé du diabète de type 1 au niveau auto-immun. Sur le diabète de type 2, il y a beaucoup de travaux également. Et en fait, on s'est posé la question, est-ce que Helicobacter favorise l'apparition de diabète de type 2? Et donc les études sont parfois contradictoires, mais quand même on retrouve cette induction de diabète de type 2 puisqu'on dit que c'est multiplié par 2,7. Et c'est là le point qui est encore une fois paradoxal, c'est que là où l'infection devient très pathogène et vraiment un inducteur de diabète de type 2, c'est quand il y a un IMC très élevé. Et là, on voit que les hémoglobines glyquées augmentent beaucoup quand il y a ces deux cofacteurs, donc IMC élevé et infection par Helicobacter. Et donc, on peut là vraiment quand même se poser la question d'un traitement d'Helicobacter. Alors, dans la médecine traditionnelle, entre guillemets, on a toujours cette question, c'est-à-dire, oui, mais on va du coup relancer la synthèse de ghréline, donc relancer la faim, enfin les processus de faim. Il faut faire la part des choses entre le diabète de type 2, une évolution de diabète de type 2 et un petit trouble, ou en tout cas un excès de faim. Ben voilà, il faut choisir, mais je pense que l'hypothèse quand même du diabète de type 2 va prédominer. Sur le risque d'Alzheimer, donc pareil, les études ont montré donc, que la présence de la bactérie augmentait beaucoup le risque d'Alzheimer et les risques de démence. Ça, c'est quand même quelque chose de peu connu, mais c'est quand même un traitement qu'on peut essayer de prendre en compte. Alors, les hypothèses, donc c'est l'aspect cardiovasculaire, et puis, eh ben, encore une fois, la vitamine B12 et la neuroinflammation, qui seraient des facteurs vraiment d'induction de maladie d'Alzheimer. Vous savez que les IPP sont quand même beaucoup mis en cause dans certains troubles neurologiques. On est toujours face à ce problème de la vitamine B12 qui est activée dans l'estomac. Et donc le fait, tous les traitements basifiants, alors s'ils sont infectieux liés à l'hélicobacter ou par des traitements, eh ben, en fait vont inhiber cette synthèse de vitamine B12 avec des risques et des conséquences. Moins connu aussi, Helicobacter et la peau. L'urticaire chronique quand même, il y a vraiment beaucoup d'études sur ces urticaires qui n'ont pas souvent d'origine déterminée et la présence d'Helicobacter. On va revenir au début de mon intervention. Helicobacter va augmenter la perméabilité estomacale, donc va augmenter le passage de trophes allergènes. Donc le trophes allergènes, je vous rappelle, c'est les allergènes de l'alimentation. Et donc, on a vraiment une augmentation des urticaires. Quand on fait des traitements d'urticaires, on a vraiment une éradication. On a 91%, notamment ça c'est une étude qui a été faite d'amélioration des urticaires chroniques quand on traite ces Helicobacter, et une rémission complète dans 55% des cas. Pareil pour la dermatite atopique, et
la rosacée, qui est également décrite comme augmentée dans les cas d'infection. Alors maintenant, si on passe sur le côté cancer, la carcinogénèse, donc là on évolue vers des maladies plus lourdes. Bon, ça c'est quelque chose qui est évidemment très connu. Alors le mécanisme d'action, en fait, c'est que la cellule, l'infection, alors ça c'est un petit tableau qui rappelle ça, c'est qu'en fait, l'infection, les cellules qui sont non infectées vont être infectées, pardon, vont être beaucoup plus invasives et migratoires, et donc elles ont une capacité à générer des tumeurs. Voilà, c'est un petit tableau bon, qui est un petit peu général de l'effet d'Helicobacter sur le développement du cancer. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'implication elle est directe dans le cancer gastrique et dans le lymphome de Malte, hein, qui est un cancer qui est lié à l'estomac, que c'est un facteur d'aggravation et de risque sur le cancer colorectal. C'est moins connu, mais il y a beaucoup de travaux qui montrent qu'une infection à Helicobacter, quand il y a un facteur de risque de cancer colorectal, elle est à prendre en compte. Et paradoxalement, il y a un cancer qui, par contre, est diminué, c'est le cancer de l'œsophage. Et dans les explications, il y a le fait que ce RGO, en fait, cette acidité, cette inflammation toucherait aussi l'œsophage et protégerait l'œsophage contre un développement d'une carcinogénèse. Ce qui est sûr, c'est que, et ça c'est très important, c'est que quand il y a des familles où il y a un cancer gastrique, il faut vraiment faire un traitement de l'hélicobacter. Ça, c'est vraiment un facteur de risque. Ça, c'est incontournable, puisque je vous rappelle que dans le cancer gastrique, il y a un fort volant héréditaire. Idem pour le cancer colorectal. Alors, les méthodes de diagnostic, je pense que vous les connaissez. Il y en a principalement trois. Donc, il y a la mesure du CO2, ce qu'on appelle en expiration type Helicit. Donc là, on va mesurer, alors ça, c'est donc le diagnostic d'une infection. Hein, on va mesurer le taux de gaz carbonique par l'expiration, et donc on va pouvoir mesurer la charge infectieuse. La biopsie, et là il y a 3 prélèvements, donc ça c'est des techniques invasives et assez douloureuses. Et la sérologie, avec le petit bémol que la sérologie en fait traduit un état infectieux, ou en tout cas le fait qu'on a été infecté, mais ne traduit pas l'infection au moment où elle est faite. Alors, les recommandations officielles sur les traitements. Donc là où il faut traiter, donc dans l'ulcère gastro-duodénal, recommandé. Dans les dyspepsies chroniques avec biopsie normale, recommandé. Donc là, vous voyez, c'est déjà un premier volant qui est moins connu. C'est-à-dire que même si on a une biopsie qui ne montre pas d'infection, mais qui a une dyspepsie chronique, on va faire un traitement. Le risque de cancer gastrique, évidemment. Le reflux gastro-œsophagien, pas toujours recommandé. Alors ça c'est typique, c'est-à-dire que effectivement, quand on va traiter l'infection par Helicobacter, quand on est une RGO, on va donc amoindrir la basification de l'estomac par la bactérie, et donc on va augmenter l'acidité. Donc effectivement, on peut avoir dans les premiers jours un risque de RGO qui va augmenter. Donc il faut vraiment prendre en main ce traitement du RGO parallèlement à ça. C'est pour ça que dans les traitements classiques, on met toujours des IPP, parce qu'on se dit on va contrôler les RGO par les IPP. Et puis en prévention d'une chirurgie bariatrique, donc c'est faiblement recommandé, ça ce sont les indications officielles. Alors, si maintenant on est plus pragmatique, c'est est-ce qu'il faut avoir une confirmation d'un test de positivité pour prendre en charge Helicobacter pylori? Moi, j'aurais tendance à dire, voilà, un certain nombre de critères qui peuvent vous conduire à prescrire, à traiter Helicobacter a priori, sans vraiment faire de tests, ou en tout cas en s'obligeant pas à faire des biopsies et même un Helicit. Donc l'hypochloridrie, les dyspepsies, l'ulcère gastrique, ça c'est très important. L'inflammation longuale, les parodontites, parce qu'on sait que les parodontites sont souvent des réserves d'hélicobacter, avec parallèlement donc, un travail sur la parodontite, la litose, l'aphthose buccale récidivante, les co-infections, les personnes qui font des boutons de fièvre, qui ont vraiment des herpès récidivants, les candidats évidemment, les gens qui ont un Lyme, donc une borréliose. D'ailleurs aujourd'hui, beaucoup de thérapeutes qui travaillent sur le Lyme font toujours un traitement préventif sur Helicobacter. En fait, ce qui est vraiment très pathogène, c'est l'association et ces co-infections.
Alors ensuite, il y a d'autres critères, l'origine géographique, c'est-à-dire dans quelle latitude les personnes ont vécu. Si elles ont vécu, par exemple, au Maghreb pendant un certain nombre d'années, on peut être sûr, ou en Asie, au Vietnam ou au Cambodge, il y a un taux d'hélicobacter très élevé. Les antécédents familiaux, ça c'est les cas des cancers. Et puis, les pathologies inflammatoires ou auto-immunes en poussée. Là, je pense que vraiment, il faut penser à traiter Helicobacter. On va prendre un exemple, le psoriasis. Il y a une étude clinique qui a montré que dans les poussées inflammatoires de psoriasis, le traitement d'Helicobacter a vraiment abaissé le statut inflammatoire. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, les processus d'obésité et de diabète, comme je vous l'ai dit. Est-ce qu'il faut traiter les enfants? La question, elle est un peu en France, au pays occidental, sûrement pas peut-être à l'ordre du jour, quoique, en tout cas, dans les recommandations, quand les enfants ont des douleurs abdominales du type épigastralgie, il peut y avoir des charges infectieuses importantes s'ils ont une immunité fragile. Et la conséquence, ça peut être une stagnation staturo-pondérale, avec une anémie martiale qui n'est pas habituelle, en tout cas qui est très rebelle. Donc là, il faut faire peut-être éventuellement un traitement. Et puis évidemment, attention aux traitements antibiotiques qui sont évidemment très pénalisants, notamment chez l'enfant. Alors je vous rappelle le traitement officiel, donc trithérapie, quadrithérapie avec bismuth, donc les antibiotiques amoxicilline, clarithromycine entre autres, et les IPP, bon, je ne vais pas m'acharner sur eux. Alors je vous rappelle aussi que ce traitement Helicobacter pylori par un antibiotique, il a beaucoup de conséquences. D'abord sur le facteur de résistance. En fait, la transmission des résistances aux bactéries pathogènes, c'est-à-dire qu'il y a des plasmides, des transferts de plasmides qui font que ça crée vraiment des résistances, ça modifie beaucoup le microbiote. Et en fait, quand on va créer des résistances aux hélicobactères, en fait, après, on a vraiment des problèmes de traitement potentiel. Alors nous, ce qu'on propose, c'est une innovation donc, qui est relativement innovante. Donc en fait, c'est d'essayer de contrer la bactérie par des méthodes non antibiotiques. Et en fait, on va utiliser ce qu'on appelle les postbiotiques, et en particulier le Lactobacillus reuteri, qui, une fois inactivé, va pouvoir en fait s'agréger sur Helicobacter et l'éliminer par un procédé presque mécanique. Donc ça, c'est une technique, donc le produit s'appelle le Pilopass, il a été développé par une société qui s'appelle Novozymes, qui est une société suédoise. Et donc en fait, c'est une méthode très douce de baisse de charge. C'est pas un travail d'éradication complet parce que évidemment sur ça va pas être un lance-flamme entre guillemets, mais par contre ça va vraiment effondrer la charge infectieuse. Et surtout, le gros avantage du traitement, c'est que vous n'avez pas de risque de sélection de souches résistantes. Donc encore une fois, c'est pas un processus d'éradication, mais c'est une diminution majeure de la charge bactérienne qui est souvent très intéressante et importante, et que ça modifie pas surtout le microbiote intestinal parce que c'est pas des UFC, c'est-à-dire c'est pas des unités faisant colonie, puisqu'elles sont inactivées. Donc l'ingrédient qu'on utilise, c'est le Pilopass. Donc il y a de nombreuses études cliniques. 3 mois de traitement, c'est 80% de disparition de la charge infectieuse chez les personnes. 1 mois, 50%, 2 mois, 70%. La formulation qu'on propose, nous, elle est avec de la poudre d'acacia, du cendrier, des gélules pullulanes. Donc, on a vraiment un produit qui est très clean en termes de présentation. La dose qu'on propose, c'est la dose des études. Ça, c'est très important pour nous. C'est toujours de proposer aux thérapeutes et aux patients la dose qui a été montrée comme efficace. Mais il y a aussi possibilité d'utiliser des doses un petit peu augmentées quand il y a des hypochloridries très sévères et des dyspepsies très importantes. Et le traitement qu'on vous recommande, c'est 3 mois. Alors aujourd'hui, ce que nous disent les utilisateurs, parce que finalement c'est quand même ça qui est le plus important. Alors déjà, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de thérapeutes qui prescrivent sans faire de test de positivité préalable. Parce que d'ailleurs, dans les études cliniques sur le Pilopass, on a montré qu'il y avait aussi des résultats sur des dyspepsies qui étaient déclarées négatives ou sans test positif avéré. Donc
le premier retour des patients, c'est le traitement de l'hypochlorhydrie des états dyspeptiques. Et là, vraiment, on a des personnes qui nous disent que c'est spectaculaire. On a des avis Trustpilot qu'on peut voir sur le site, des gens qui disent ça nous a changé la vie. Ce traitement nous a changé la vie. Parce qu'on n'a plus cet inconfort, cette peur permanente digestive. Et beaucoup de personnes aussi, ça s'accompagne de l'arrêt d'utilisation des IPP, qui sont vraiment à la fois des facteurs du traitement du symptôme et aggravants sur la maladie au long cours. Et puis beaucoup de patients, en fait, ont peur du Pilera, donc des traitements antibiotiques. Et c'est souvent la question qu'on me pose, c'est voilà, moi je veux pas prendre le traitement antibiotique parce que tout le monde sait quand même qu'il y a des conséquences et que c'est pas un traitement anodin. Et donc voilà, qui préfèrent utiliser ce type de traitement. Voilà, ça c'est une étude clinique qui a montré la diminution de la charge infectieuse par voilà le mécanisme d'action, en fait, cette agrégation, ça a été imagé par Novozymes, cette agrégation donc, de l'hélicobacter avec cette bactérie inactivée. Et voilà le produit. En fait, c'est un produit qui nous ouvre, qui ouvre aussi les traitements futurs, des postbiotiques et des traitements des charges infectieuses, voilà, sans les éradiquer, mais en les maîtrisant et en donnant un maximum de compétences au système immunitaire sans altérer les microbiotes. Voilà, mais je crois que j'ai fini. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, hop, voilà. C'était très clair, merci beaucoup. Juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas encore Compliment. Le webinaire était bien proposé par Compliment Pro et je pense que Léa va vous repartager dans le chat le lien pour vous inscrire en une petite minute et du coup accéder à tous les replays. Et moi, pour vous présenter rapidement la plateforme, je vais vous passer une courte vidéo qui expliquera mieux le fonctionnement de Compliment Pro. Donc, c'est une plateforme de recommandations de compléments alimentaires sur laquelle vous allez trouver différents laboratoires, dont facilitez vos prescriptions et améliorez l'adhésion de vos recommandations avec la plateforme Compliment Pro. Selon l'OMS, 50% des patients n'adhèrent pas à leurs recommandations de compléments alimentaires. L'achat n'est pas facile pour le patient qui doit se débrouiller parmi plusieurs laboratoires et bons de prescription. Grâce à la plateforme Compliment Pro, facilitez vos prescriptions. Après avoir établi un diagnostic santé, vous pouvez créer une cure personnalisée de compléments alimentaires en quelques clics. Il vous suffit de sélectionner les produits et les dosages adaptés parmi vos laboratoires préférés. Vous pouvez y ajouter un message personnalisé avec vos conseils d'utilisation et la posologie adaptée. Il ne vous reste plus qu'à cliquer pour envoyer votre recommandation. Votre patient la reçoit directement par email et SMS afin de commander. Sa cure sera livrée dans les 48 heures à domicile dans un format de sachet quotidien pour une prise facilitée et une meilleure adhésion à votre recommandation. Avec un sachet par jour, la prise de compléments alimentaires n'a jamais été aussi simple. Comme des milliers de thérapeutes, inscrivez-vous gratuitement sur complémentpro.com. Donc voilà, comme on l'a bien vu sur la vidéo, Compliment Pro, c'est tout simplement une plateforme pour recommander de manière ultra simplifiée des compléments alimentaires à vos patients. Donc vous avez un large choix de compléments alimentaires avec tous les différents laboratoires. Vous recommandez depuis l'outil, vous sélectionnez les compléments des différents labos, vous envoyez ça à vos patients en quelques clics et lui commande et reçoit directement ça chez lui. Ce qui permet réellement en fait, d'améliorer l'observance, l'adhésion du traitement pour les patients. Il y a également toute une partie de formation sur la plateforme avec les différents laboratoires. Donc, comme ce webinaire d'aujourd'hui, donc vous aurez tous les replays depuis la plateforme. C'est un outil qui est entièrement gratuit aujourd'hui. Donc, si ça vous intéresse, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil, vous pouvez réserver un petit rendez-vous avec nous d'une vingtaine de minutes et puis on vous présentera les différentes fonctionnalités, les différents laboratoires qu'on a vus ici. Et puis voilà, ce sera l'occasion de faire un petit peu connaissance. Sans plus attendre, on va pouvoir passer aux questions. Ah oui, juste pour rappel, la semaine prochaine, on a 2 nouveaux événements. Donc, mardi, on aura un webinaire sur l'importance de la nutrition, micronutrition dans la prise en charge des troubles cardiovasculaires. Et c'est le docteur Marc Jacquemin qui viendra nous présenter cela. Et ensuite, le vendredi, on aura une présentation du laboratoire Lepivit et de la gamme de compléments alimentaires que vous retrouvez sur la plateforme Compliment Pro.
On va pouvoir passer aux questions. Il y a pas mal de questions. Je vous les pose une par une, si ça vous va, Nicolas. Oui, oui, très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il y a un certain type d'alimentation qui... Oui, C'est bon? excusez-moi. Oui, je vous écoute. Excusez-moi. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un certain type d'alimentation qui pourrait augmenter ou diminuer la charge virale tout au long de la vie? Alors oui, charge virale ou charge bactérienne. Alors sur Helicobacter, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'impact de l'alimentation sur son développement. J'en ai moins parlé, mais c'est vrai que dans les facteurs sont plutôt le mode de vie, hein, en particulier le stress. Bon, ça, tout le monde le ressent. La modulation du cortisol, on sait que c'est vraiment un inducteur donc de développement de la charge bactérienne. Sur l'alimentation Helicobacter pylori, en fait, c'est surtout un travail de soutien immunitaire qui est intéressant pour éviter le développement de charges infectieuses. Sur les charges virales, puisque c'est le sens de la question, je ne sais pas si c'était ça, oui. Alors, évidemment, sur l'alimentation, alors c'est encore une fois une approche sur l'immunité. Mais je dirais que sur les charges virales, bon, il y a tout un domaine, notamment de nutriments, hein, notamment les oligoéléments, le zinc, le sélénium, qui sont des modulateurs vraiment très intéressants, peu connus, mais très intéressants, de la pathogénicité virale. Encore une fois, ce ne sont pas des traitements ce ne sont pas des antiviraux. Mais par contre, on va prendre l'exemple, à mon avis, d'un élément majeur qu'est le sélénium. Le sélénium est vraiment sur beaucoup de virus. Un apport en sélénium permet de contrôler la pathogénicité et la réplication. Voilà. Après, on peut développer bon, évidemment, après, sur l'alimentation, je vous renvoie aux recommandations usuelles, hein, diminuer la consommation de sucre, en particulier sur les hélicobactères, le sucre favorise de toute façon beaucoup de développement infectieux. Ok. Pensez-vous que l'expression de l'infection à Helicobacter pylori à l'âge adulte va dépendre de l'âge de la primo-infection? Non, je ne crois pas. C'est vraiment une histoire immunitaire. En fait, en gros, on sait qu'il y a 2 âges qui sont des âges cruciaux d'effondrement, ou en tout cas de modification, c'est 50 ans et 70 ans, hein. On l'a souvent décrit pour le zona. Et en fait, c'est vraiment des âges où il faut accompagner cette baisse de compétences immunitaires en faisant des stimulations, en faisant un travail de fond sur l'immunité. Je ne pense pas que l'âge de la primo-infection, alors la période de primo-infection soit importante par rapport à la charge infectieuse. Je pense que c'est plutôt l'évolution personnelle, les états de stress, la nutrition, et puis le côté inexorable du déficit immunitaire, hein, voilà, qu'on peut accompagner, qu'on peut soutenir. Par exemple, dans les états de stress importants, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire impérativement, c'est soutenir la fonction immunitaire. Parce qu'on sait que il va y avoir un effondrement, une fragilité, et donc qui va être propice à des développements infectieux. D'accord. Peut-on faire un parallèle entre Helicobacter pylori et Candida albicans sur le dérèglement potentiel justement du système immunitaire? Ah, complètement, oui. Ouais, Oui. ouais, Et ouais. donc, si oui, devrions-nous avoir le même réflexe qu'en cas de mycose et faire la chasse à Helicobacter sur les troubles inflammatoires et auto-immuns? Complètement. C'est-à-dire Oui. que, en fait, toutes les pathologies auto-immunes et inflammatoires, on devrait faire des traitements de diminution de charge infectieuse Helicobacter, hein. S'il y a bien un sens à ce que j'ai dit, c'est ça. À côté des problèmes digestifs, où là, on a vraiment une prescription qui est pas automatique, mais enfin, on y pense tout le temps, que ce soit sur les urticaires chroniques, sur des psoriasis en poussée, sur des diabètes, sur des maladies même inflammatoires, rhumatismales, si on est porteur d'Helicobacter, on est porteur d'une source inflammatoire. Voilà. En fait, c'est toutes les sources qui favorisent. Alors, il y a des sources métaboliques, la graisse blanche, il y a beaucoup de choses qui sont sources d'inflammation, mais l'imprégnation infectieuse est aussi source d'inflammation. Ça se comprend facilement. Le système immunitaire, en fait, n'arrive pas à traiter l'infection, donc il tourne un petit peu à vide et il crée un processus inflammatoire. Et alors souvent, on retrouve cette co-infection au Candida et Helicobacter qu'il faut pouvoir traiter. D'accord. Alors, une analyse sanguine permet-elle de connaître le degré d'infection ou alors seulement la présence d'Helicobacter?
Non, ça permet alors, il y a toujours un impact, quantitatif sur, l'infection. C'est l'analyse sanguine, sa traduction de 2 choses, c'est-à-dire de la charge infectieuse éventuellement, en tout cas du fait qu'on était en contact avec Helicobacter et la réponse immunitaire. Mais surtout, c'est un test qui en fait, explique qu'il y a eu une rencontre, mais pas forcément qu'il y a une charge infectieuse importante. C'est ça le paradoxe. Moi, je crois alors, je crois vraiment qu'il ne faut pas s'en tenir au strict dépistage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux a priori sans dépistage où on montre que ça a un intérêt. Moi, dans une dyspepsie, chronique, par exemple, avec des maladies inflammatoires, je pense qu'il ne faut pas forcément dépister, il y a vraiment un facteur de risque qui est important et voilà et la sérologie, en tout cas, elle n'est pas traductrice de la charge infectieuse du moment où on l'a fait. D'accord. Alors, existe-t-il un risque ou alors des conséquences si on recommande le Elistop, par exemple, à un patient qui ne serait pas infecté par Helicobacter Non, il y a pylori? aucun risque. Alors, c'est tout Ouais. l'avantage des postbiotiques. Ce sont des traitements totalement, sans risque, sans effets secondaires, sans toxicité. Il y a même pas de problème de tolérance, il y a strictement aucun risque. C'est une bactérie inactivée, donc elle est pas UFC, donc elle modifie pas le microbiote. S'il y a pas d'Helicobacter, ben, elle va rentrer bredouille, elle va partir bredouille, mais il y a aucun risque. C'est là tout l'avantage des postbiotiques, on peut faire un aparté sur les postbiotiques qui sont vraiment un domaine qui se développe beaucoup, c'est-à-dire essayer de neutraliser, parce qu'on a le postbiotique, par définition, c'est un germe qui a été inactivé et qu'on va utiliser pour d'autres compétences que sont faites à créer, influencer le microbiote. Mais par contre, ce qui permet un espèce de, entre guillemets, de nettoyage d'infections, d'autres infections. Et aujourd'hui, il y a des postbiotiques qui se développent dans les Escherichia coli, dans la Candida. Donc, on peut utiliser les postbiotiques en parallèle avec une stimulation de l'immunité et ça donne vraiment un travail de fond qui est sans toxicité, sans effet secondaire. C'est ça le gros avantage. Mmh. On a eu pas mal de questions sur exactement les indications d'ailleurs du produit, que vous avez présenté. Par exemple, à partir de quel âge est-ce qu'on peut le recommander? Alors nous, en fait, à partir de l'âge adulte, enfin, on n'a pas d'exemple de traitement chez les enfants, mais parce que les enfants sont beaucoup moins symptomatiques d'une infection. Le premier critère, c'est vraiment, la première plainte, c'est la dyspepsie, c'est-à-dire, l'hypochlorhydrie. Ça, c'est vraiment, un traitement basique et ensuite, si on fait un travail de fond, bah, ça va être toutes les maladies inflammatoires. Donc c'est plutôt l'âge adulte, voilà. Mais il y a pas de risque, en tout cas chez l'enfant, mais il y a pas aussi peut-être d'utilité. Mmh. Mmh. Et pour les femmes enceintes et allaitantes, c'est également possible de proposer les Elistop? Alors moi, je dirais qu'il vaut mieux faire le traitement avant la grossesse. Mmh. Il y a pas d'interaction avec, la grossesse. Alors sachant qu'au cours de la grossesse, on va avoir double peine, c'est-à-dire on va avoir des nausées qui peuvent être augmentées et une carence en fer, une vitamine B12 qui peut être, abyssale, puisque si on part sur un terrain qui est déjà infecté par Helicobacter avec une carence martiale, une anémie martiale, là, ça va pas arranger les choses, la grossesse. Mais je pense que c'est plus un traitement de prévention à la grossesse. Le produit, il y a pas D'accord. de conséquences, sur, du tout, mais je pense que enfin, c'est comme dans les compléments alimentaires, c'est mieux de préparer la mère avant le en cas de symptômes, voilà. Mais je pense que c'est mieux avant la grossesse. Après, on peut l'utiliser pendant la grossesse, mais je pense qu'avant la grossesse, c'est plus simple parce que la grossesse, c'est toujours des périodes un peu, anxiogènes pour les parents, donc voilà. Ça, c'est Mmh. mon avis. OK. Au niveau de la durée, est-ce que la cure de 3 mois, elle peut être répétée régulièrement pour maintenir le confort digestif ou alors c'est vraiment du one shot, on le fait une fois? Normalement, si ça s'accompagne, voilà, c'est du one shot, mais encore faut-il qu'il y ait pas de parodontite. Faut-il qu'après la nutrition soit en principe, on a vraiment un travail, alors nous, on a eu, je vais vous donner un exemple parce que un jour, il y a une dame qui nous appelle et qui nous dit: «Ah voilà, ouais, j'ai encore un nez liquide qui est positif après les 3 mois». Bon, bah, là, on se dit, «Ah bah, c'est un échec alors». Alors moi, je lui dis: «Écoutez, je suis désolé», elle me dit: «Non, faut pas être désolé parce que mon confort digestif, il s'est amélioré à 100 j'ai plus du tout les mêmes problèmes. Mais par contre, les liquides restent positifs». Elle me dit: «Mais non, au contraire, moi je suis hyper content de ce traitement.
Mais j'ai encore un nez liquide qui est positif. Donc, il faut savoir que tous les traitements de travail sur les charges infectieuses, des fois, c'est entre guillemets, ça a réussi à 100% et des fois, c'est incomplet. Mais en tout cas, sur le phénomène digestif, il y avait vraiment des grosses améliorations. Pareil dans les Ok, pathologies inflammatoires. d'accord. Et toujours par rapport aux produits présentés, plus intéressant de le prendre plutôt le matin à jeun, le soir avant de se coucher. Alors, l'heure de prise, c'est quand le bol stomacal est le plus, on va dire, vite possible. À jeun le matin, c'est très bien. Après, comme pour tout produit, il faut faire un test. Voilà, il faut vérifier que il n'y a pas de problème. Nous, on n'a aucun retour sur des problèmes de tolérance. On n'a jamais eu quelqu'un qui nous a appelé en nous disant j'ai des problèmes. Vraiment, c'est un produit qui est presque anodin en termes de confort. Enfin, on n'a aucune description. Après, c'est à jeun, à matin, c'est l'idéal. Et sinon, pour le confort général, souvent entre le petit déjeuner et le déjeuner, bon, c'est sûr que si on va au restaurant à midi, c'est pas juste après qu'il faut le prendre. Voilà, ça, c'est sûr. Ok. Donc, il y avait deux questions qui étaient en rapport avec la berbérine. Donc, je voulais vous les poser. La première, c'était une personne qui disait que la berbérine était capable de casser la coque de l'Helicobacter pylori. Et puis ensuite, est-ce qu'un traitement anti-infectieux, un traitement anti-infectieux de type berbérine à forte dose pourrait réduire la charge virale de l'Helicobacter pylori? La charge bactérienne, oui. Charge infectieuse. Peut-être. Je pense que c'est moins anodin que la berbérine, c'est un produit très intéressant. Je ne sais pas si c'est sa première indication. Peut-être, ouais. Là, j'avoue que je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là, mais je pense que berbérine à forte dose pour les Helicobacter, c'est peut-être pas la méthode la plus simple. Voilà. Ok. Après, faudrait regarder les travaux, ce que ça donne. L'intérêt vraiment d'Elistop, c'est que c'est vraiment un germe qui a été vraiment travaillé, développé pour cette action sur le Helicobacter. Nous, on en vend beaucoup aussi au Vietnam, aux Antilles. Ils ont un taux d'hélicobacter très important, avec des conséquences au niveau inflammatoire, pathologie chronique très important. Et ils l'utilisent sans faire les tests parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire des tests. Et je pense que c'est vraiment un produit qui est dédié à ça. Il n'y a pas d'autre usage connu aujourd'hui. Ok. Est-ce qu'on peut associer Elistop et de la bétaïne HCl, donc en cas d'hypochloridrie? Oui, Oui. complètement. Il n'y a pas de. La question qui reste en suspens, c'est il va falloir avoir une approche sur le RGO. Alors nous, à Biogénie Projet, on développe un acide hyaluronique qui va être spécifique de la membrane gastrique. Donc un poids moléculaire dédié à la membrane gastrique, donc qui va être dédié à la reconstruction de la membrane gastrique. La problématique de ces tissus gastriques, enfin notamment l'anse de Cardia, c'est qu'une fois qu'elle est très altérée inflammatoire et elle se reconstruit très peu. Elle se reconstruit très peu. C'est pour ça que souvent les gens qui ont des RGO, c'est une chronicité assez redondante et difficile pour les personnes. Donc il faut accompagner. Alors tous les traitements d'acidité sont intéressants et parallèlement à ça, les traitements d'hypochloridrie sont intéressants. Il faut avoir jonglé les deux. Mais si vous avez une personne qui vient, qui a une voix totalement éraillée, qui a vraiment des problèmes d'acidité, de RGO très violents, quand vous allez faire le traitement d'hélicobacter, il va falloir l'accompagner. Voilà. C'est uniquement ça le processus. C'est surtout les premiers jours, il va falloir faire un équilibre des pH. Ok, très clair. Alors, bon, on a encore trois petites questions qu'elle n'a pas encore pu répondre. Bon, ça, c'est encore avec des associations possibles de l'associer avec bromélaïne, certaines enzymes. Oui. Pas de contre-indication, pas de souci. Et puis, que pensez-vous des produits qui protègent les muqueuses, les dispositifs médicaux? Donc là, vous avez parlé d'un nouveau produit, éventuellement, que vous alliez développer chez Biogénie Projet. Mais là, on parlait de dispositifs médicaux. Donc, si la personne veut bien clarifier éventuellement. En fait, tout dépend de ce que c'est. Oui, c'est Je ça. vais vous donner un exemple. Alors, c'est pas un dispositif médical, mais on pourrait imaginer donner de la vitamine B3 parce qu'on sait que la B3 aide à la reconstitution du mucus. Sauf que dans les contre-indications de la B3, il y a toutes les gastrites et toutes les inflammations de la muqueuse stomacale. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tissus ont des points communs, mais ont des modes de reconstitution qui sont différents.
Et l'avenir des compléments alimentaires, l'avenir de ce qu'on fait nous, c'est justement c'est de développer des produits qui soient naturels mais spécifiques de certains tissus. Après, dispositifs Ok, médicaux, il faut savoir lesquels c'est, je les connais pas. Enfin, oui, ça dépend. ouais. Ok, mais en tout cas, je vous remercie. Vous avez bien répondu à toutes les questions. Je pense qu'on est passé grosso modo sur toutes les questions qu'il y a pu y avoir. De toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on sera un plaisir de les transférer. Je ne sais pas si vous voulez finir par un mot de votre côté, Nicolas, ou... Non, bah, je vous remercie à tous. C'est un sujet Mhm. qui me tient beaucoup à cœur, comme vous le savez. En fait, je vais être un peu polémique pour la fin, si ça vous Ah, embête pas. bah, allez-y. Non, parce que j'entends beaucoup de choses sur le microbiote. Voilà, c'est l'axe cerveau-intestin. Comme si l'homme n'était que de l'intérieur de ce qu'il est et que l'extérieur n'avait pas d'influence. L'homme est confronté à des stress, l'homme est confronté à des germes et que, alors évidemment, un microbiote exceptionnel peut permettre de contrôler une partie de l'infection et du système immunitaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fragilité, tous les axes hormonaux, l'axe de la cortisol. Et il Mhm. faut savoir aussi s'adapter à l'extérieur et aux germes. Et je pense qu'il y a beaucoup de ressources qui sont peu utilisées, je trouve insuffisamment en tout cas par rapport à ces infections que je vous ai dit sur les virus ou sur les bactéries, où on est confronté à ça. Et voilà, on peut avoir un très bon microbiote et quand même développer une infection hélicobactère. Voilà, Parfait, ça va, pas trop polémique pour la fin. un peu de polémique quoi, Mais sur des écoutez, sujets. merci beaucoup en Voilà. tout cas, et puis on a hâte de voir les nouveaux projets sur lesquels vous allez vous lancer, les nouveaux produits que vous allez pouvoir nous proposer aussi, que vous verrez sans doute apparaître sur Compliment Pro dès leur sortie. Merci beaucoup pour votre Oui, parce temps. que juste Merci pour finir, oui. donc Compliment Pro sera évidemment un partenaire. On va avoir ce traitement complémentaire du RGO par rapport à, voilà, qui est vraiment en cours de finalisation et qui sera vraiment un accompagnement du traitement de l'hélicobactère pour la muqueuse gastrique et pour les RGO. Ouais, top, top, on attend ça. Voilà. Écoutez, Merci beaucoup, merci à Solène. tous. Merci à vous et puis très bel après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.